Merci à tous. Nous allons maintenant aller prendre attache avec quelques personnalités du moment qui sont parmi vous. Mesdames et messieurs, il est parmi nous aujourd'hui. Il nous vient de Nice. Merci d'accueillir Monsieur Philippe Bardon. Bonjour à tous. On nous avait dit que Reconquête, c'était uniquement la droite des villes. Vous démontrez ici, en étant plusieurs milliers en Sologne, que Reconquête, c'est aussi la droite des champs, la droite de la ruralité, la droite des terroirs, la droite des territoires. Vous le savez, nous avons dans quelques mois désormais un grand rendez-vous, bien sûr, celui des élections européennes. Mais ça ne sera pas la seule étape, bien sûr, de notre combat. Et ensuite viendra la grande bataille des élections de l'enracinement, des élections des terroirs, des élections des territoires, des élections municipales. Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre nos 80 maires? Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre nos déjà centaines de conseillers municipaux pour qu'en 2026, vous soyez des milliers de conseillers municipaux Reconquête dans toutes les villes de France? C'est la mission que Éric Zemmour et notre direction vous donnent. Demain, Reconquête enracinée dans toute la France, dans toutes nos villes, dans toutes nos communes, dans tous nos villages, pour porter notre message partout. Merci à tous de votre présence. Bonne fête de la Violette. Reconquête, c'est la droite. Nous sommes la droite qui ne recule pas. Merci à tous. Merci Philippe de ta présence. Nous retrouvons une autre personnalité du mouvement. Elle s'appelle Agnès Marion et c'est la porte-parole de Parents Vigilants qui fait un travail extraordinaire à côté de Marion Maréchal. Bonjour à tous, merci d'être là, je suis ravie d'être parmi vous. Je voulais vous rapporter, vous avez peut-être suivi l'inauguration de l'école des cadres, l'Institut 2050 hier, où nous recevions Mathieu Bock-Côté, qui a dit de la gauche qu'elle est convaincue que la civilisation occidentale et que les peuples qui la constituent sont porteurs d'un héritage toxique. Je pense qu'il a parfaitement raison. Et à cela, je voulais vous renvoyer à un exemple extraordinaire que nous avons eu dans l'actualité des dernières semaines. C'est ce jeune Henri qui, lors de ce drame horrible, odieux d'Annecy, a eu le courage de se redresser, de s'opposer. Et quand il est revenu sur son geste, il a dit quelque chose de très beau. Il a dit « Je ne suis pas un héros, je suis simplement un héritier ». Et comme porte-parole de Parents Vigilants, je voulais vous dire que c'est ça notre combat contre l'endoctrinement à l'école. C'est que nous voulons précisément qu'à travers l'école, nos enfants redeviennent des héritiers, les héritiers de notre histoire, les héritiers de notre tradition, les héritiers de notre savoir-faire, les héritiers de notre génie. Si l'école remplit cette mission, alors demain, nous aurons des héritiers et nous aurons bien sûr des héros pour servir la France. Voilà. Merci d'être là et battez-vous pour vos enfants et pour l'école. Merci à vous. Merci Agnès de ta présence parmi nous. Alors, il a été un des artisans de la réussite, car c'est une réussite ce qui a été fait lors de ces campagnes présidentielles. Il est porte-parole de Reconquête, c'est le directeur de notre stratégie numérique. Merci d'accueillir Monsieur Samuel Lafont. Bonjour à tous, chers amis. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous le savez. Oui, vous savez que notre peuple et notre pays valent la peine de se battre pour eux. Oui, vous savez également que pour nos ancêtres et nos héritiers, nous devons nous battre aujourd'hui. Oui, vous savez également que la victoire est à portée de main. Oui, chers amis, la victoire est à portée de main. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. N'écoutez pas tous les menteurs. N'écoutez pas tous ceux qui veulent vous abattre. Ceux qui vous disent que vous avez déjà perdu. Ceux qui vous disent que la reconquête est terminée. C'est faux.
Et vous le savez, la reconquête ne fait que commencer. Évidemment, il y a les élections européennes. Mais il y a toutes les autres élections. On aura les municipales, les départementales, les régionales, la présidentielle qui suit, les législatives. Et tous ensemble, en continuant à se mobiliser comme vous le faites aujourd'hui, partout en France, dans nos communes, dans nos cantons, dans nos circonscriptions, tous ensemble, nous allons pouvoir obtenir les victoires qui vont faire gagner la France et les Français pour les décennies à venir. La France n'est pas morte. La France a un grand avenir devant elle. C'est nous qui en sommes responsables aujourd'hui. N'écoutez pas ceux qui veulent vous enterrer. Nous sommes une grande nation et nous allons gagner demain grâce à vous. Merci à tous. Chers amis, vous le voyez partout, se démener dans toute la France sur téléplateaux de télé. Il rassemble le plus grand mouvement de jeunes politiques de France. Il est le président de Génération Z et il s'appelle Stanislas Rigaud. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Vraiment, ça fait très plaisir parce que cela fait 1 an que tous les médias, tous nos adversaires nous expliquent que nous sommes morts. Et apparaître mort de chaud aujourd'hui, vous êtes tous là, motivés pour la victoire, pour Éric Zemmour et pour la droite. Un grand merci à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui ont permis à cet événement d'être ici, d'être aussi beau, d'être aussi sympathique, parce que Reconquête, en plus d'être un parti avec des idées solides, c'est des équipes solides, capables d'organiser les plus beaux événements de France en politique. Et rien que pour cela, merci à tous, merci à Guillaume Pelletier, merci à Franck et Nathalie de nous accueillir, merci beaucoup. Mais au-delà de passer un bon moment, au-delà de passer un moment convivial, entre patriotes sincères, entre gens de droite, c'est aussi l'événement politique de ce mois de juin. La droite, la vraie droite est de retour. Elle est de retour parce que vous êtes là, parce que nous n'avons jamais cédé aux intimidations, aux attaques de la presse, de nos adversaires. Nous sommes toujours là, debout, fiers de défendre nos idées. Vous savez, le lieutenant Tom Morel disait « Pour réussir, il faut le vouloir de toutes ses forces, avec un idéal bien défini. » Eh bien, nous, à Reconquête, nous allons réussir parce que nous avons un idéal. Cet idéal, c'est la France éternelle, c'est la France avec son identité, sa géographie, cette France qui a envie de vivre encore 1000 ans pour les personnes qui nous précèdent depuis 1000 ans. Alors, chers amis, si vous êtes motivés, continuez le combat. Nous avons besoin de tout le monde. Les élections européennes arrivent, elles seront grandes parce que nous serons grands et nous montrerons à la face de l'Europe que Reconquête est le parti de l'identité, le parti de la droite civilisationnelle. Et pour tout ceci, merci à tous d'être là. Vive Éric Zemmour, vive la Reconquête et surtout, vive la France! Chers amis, il nous vient du Grand Sud de Marseille. Il est unique et je crois qu'il vous aime beaucoup. Il est venu à 2 aujourd'hui. Merci d'accueillir le sénateur Stéphane Ravier. Merci. Merci à vous d'être là, ici, nombreux. Merci à Guillaume de nous accueillir dans ce qui est sans doute la plus belle région de France, après les Bouches-du-Rhône, bien évidemment, après Nice, après Lyon. Mon Dieu, que la France est belle! La France est belle, la France est magnifique, la France mérite qu'on se batte pour elle. Merci aujourd'hui d'être là, dans une ambiance à la fois festive et sérieuse. Je viens de Marseille, bien sûr, Marseille, où son identité, l'identité marseillaise, provençale et française, est une fois de plus attaquée par une gauche qui ne recule devant rien pour essayer d'éteindre la flamme française. Elle s'est attaquée depuis quelques jours à notre patrimoine si précieux, le patrimoine
incarné par Marcel Pagnol. Le château de ma mère, dit le château de la Busine, jusqu'à présent géré par Nicolas Pagnol, dans une démarche tout à fait bénévole. Eh bien, la mairie de Marseille, cette mairie de gauche et d'extrême gauche, cette mairie socialo, coco, écolo, dingo, a décidé de limoger Nicolas Pagnol pour remplacer son association par un centre de culture ouvrière. Alors on va faire du château de la Busine le château de l'usine. Je le dis avec d'autant plus de facilité que moi je suis un fils d'ouvrier et que je n'ai absolument pas honte, mais suis fier de mes origines sociales, du travail de mon père et de son image, de son exemple qu'il a su me transmettre, que de fournir un effort pour protéger sa famille, que de fournir des efforts pour protéger son pays. C'était un ouvrier, mais c'était un homme de droite. Et l'on se rend compte qu'une fois de plus, la gauche est égale à elle-même. Elle est fière d'être de gauche, elle est fière d'être intolérante, elle est fière de vouloir mettre en application son programme permanent, que de faire table rase de notre passé. Eh bien, nous soyons fiers d'être de droite et de nous opposer à ces attaques permanentes à notre identité, à nos racines, à notre culture, à notre patrimoine. C'est pour ça, ici, que vous êtes venus aujourd'hui pour témoigner de votre attachement à la France éternelle. Eh bien, combattons toujours, parce que ceux qui nous ont précédés ne se sont pas contentés de verser de la sueur et des larmes. Ils ont versé leur sang pour que la France reste française. Soyons à la hauteur de leur sacrifice et continuons le combat pour eux, pour nous et pour nos enfants. Vive Reconquête et surtout, Merci à toutes ces personnalités du mouvement, et il y en a beaucoup qui travaillent sur le terrain ou en coulisses pour faire tourner le développement de Reconquête. Nous attendons l'arrivée d'Éric dans un instant. Merci d'être là et vous allez lui montrer, quand il sera sur scène, ce magnifique drapeau français que vous avez composé tout à l'heure pour qu'il le voie en vrai, de ses yeux vus. Donc on va recommencer cette magnifique composition. Préparez-vous, on se retrouve dans un tout petit instant. Merci à vous, applaudissez-vous.
Attendez. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est encore là? D'accord? Non, mais ça, c'est ma caméra. C'est la caméra qui filme. Allez, Réal, top jingle, c'est parti. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit notre vice-président hôte, Guillaume Pelletier. Merci d'accueillir la vice-présidente Marion Maréchal. Merci d'accueillir le vice-président Nicolas Bay. Et merci d'accueillir celui qui est le président de Reconquête, qui a fait 2 500 000 voix aux élections présidentielles. Il est là pour vous. Merci d'accueillir monsieur Éric Zemmour. Allez, allez, allez. Mesdames et messieurs, Guillaume Pelletier, Marion Maréchal, Nicolas Bay et monsieur Éric Zemmour. Merci de leur montrer le magnifique drapeau français que vous avez composé pour eux. Le drapeau national. Pour vous, ce magnifique bouquet. Merci d'être aussi nombreux pour cette fête de la Violette en Sologne.
Il va vous accueillir, il est le vice-président de Reconquête. Et on est chez lui ici. Merci de faire l'accueil à Monsieur Guillaume Pétier. Chers amis, chers conquérants, bienvenue au pays de Sologne, au pays de France, là où la France veut vraiment rester la France. Bienvenue chez nous, bienvenue chez moi, au pays de mon enfance, de mes parents et de mes grands-parents. Au cœur du pays de Sologne, dont j'ai l'honneur d'être l'élu depuis 10 ans, cette terre de géants, de genêts en fleurs et de violettes des bois. Bienvenue sur cette terre d'immensité, au cœur de la vallée des rois, au pays de Chambord et des 3000 étangs. Vous êtes ici, chez vous, au pays de Saint-Martin et des printemps inattendus. Vous êtes ici, chez vous, au pays de Jeanne et des reconquêtes françaises. Elle est venue de loin, la petite Lorraine, pour accomplir ici, chez nous, son céleste destin. Tours lui donna son armure, Chinon ses généraux, Patay la victoire, la Sologne ses longs trajets de méditation comme ce jour de décembre 1429 où elle cavale ici sur ces terres de Pierrefitte, et c'est à Orléans que le sort va se jouer. C'est ici que le ciel a choisi de s'allier à jamais à la France. C'est ici que l'anglais est renvoyé en ses contrées. C'est ici que la Sainte, avant le sacre de Reims, célèbre les retrouvailles du roi et de son peuple, de la France avec la grandeur. Et je suis heureux aujourd'hui d'accueillir celle qui incarna Jeanne pendant les fêtes d'Orléans cette année. Bienvenue à la jeune Clervie. Et je pense aussi en cet instant à celle qui fut Jeanne en 2002. Vous la connaissez, c'est mon amie. Elle s'appelle Charlotte Dornelas. Vous êtes ici, chez vous, au pays du grand cœur et des grands horizons. Son nom fut son programme. Jacques Coeur, à Bourges comme ailleurs, fut serviteur de l'État, argentier du royaume, conseiller de Charles VII. Il nous laisse en héritage son palais au cœur de Bourges. Et si nous savons aimer et résister, nous aussi, on pourra nous appeler les grands cœurs. Vous êtes ici chez vous, au pays de Chartres et des vieilles cathédrales. Notre-Dame de Chartres est le plus beau fruit de cette terre de Beauce qui lui fait un écrin. C'est Chartres qui demeure pour l'histoire, la ville des refuges et des recommencements. Ici, cher Éric Zemmour, sur cette terre, nous avons avec nous à leur table d'écrivains la Pléiade et Ronsard, Saint-Simon et Rabelais, Georges Sand et Balzac, Charles Péguy et le Grand Maulne. Ici, mes amis, c'est le jardin de la France, le berceau de la langue, la terre de la littérature, la patrie de la gastronomie, l'écrin de l'esprit et du génie français. Alors, pourquoi la violette? La violette, tout d'abord, ce n'est pas la rose socialiste. Nous ne voulions pas de la fleur des rosiers au port Altier. Nous voulions la petite fleur des bords de route, la petite fleur des champs, la petite fleur des fossés. Nous ne voulions pas de la fleur des coquets, de la fleur des marquis, de la reine des fleurs ou de la fleur des vases. Nous voulions la violette, la fleur des hasards et la fleur des hussards. Nous ne voulions pas d'une fleur aux épines, d'une fleur coupée qui fane et qui décline. Nous voulions une fleur sauvage, une fleur populaire, une fleur aux 1000 racines. Alors, bienvenue à toi, notre président, courageux, vaillant, résistant à toutes les tempêtes et portant haut contre vents et marées nos idées et nos cœurs de Français.
Bienvenue à toi, Français, Juifs, Berbères venus d'Algérie, qui, dans une authentique déclaration d'amour à la France, a déjà su rassembler en une seule élection plus de 2 500 000 des nôtres. Bienvenue aux plus sincères et aux plus courageux des hommes politiques. Bienvenue, cher Éric Zemmour. Bienvenue à toi, figure de droiture et de conviction, la plus italienne des Françaises, toi qui démontres que la jeune féminité vaut tellement plus et mieux que le vieux féminisme, et qu'on a encore le droit en France d'être femme, d'être mère et d'être patriote. Bienvenue à toi, chère Marion Maréchal. Bienvenue aux plus normands d'entre nous tous, qui parcourent l'Europe et qui démontrent que la reconquête n'est pas que nationale. Bienvenue à mon ami des jeunes années, bienvenue Nicolas Bay. Bienvenue à notre président des jeunes, un jeune qui ne fait pas de technival, un jeune qui ne réclame pas le RSA et qui ne rêve pas de la retraite à 60 ans. Bienvenue Stanislas Rigaud. Bienvenue à la fondatrice de notre épopée, à la muse de nos campagnes. Bienvenue chère Sarah Knafo. Bienvenue à l'accent des cigales et aux défenseurs de la cité phocéenne qui nous rappellent qu'il est possible d'être sénateur et sympathique. Bienvenue Stéphane Ravier. Bienvenue aux plus politiques d'entre nous, au leader de l'opposition à Nice, Philippe Vardon. Merci aux magiciens Amy, Johanna, Samuel Lafont et bien sûr Olivier Hubeda qui ont tout organisé aujourd'hui. Et salut aux pourfendeurs des islamistes qui osent s'attaquer à la nouvelle statue d'Arabie Saoudite. Vous savez, le si gentil Karim Benzema. Je veux parler d'un homme qui n'a pas encore le ballon d'or, mais bien mieux que cela, c'est son courage qui vaut de l'or. Damien Rieu. Et merci à vous, chers Franck et chère Nathalie, qui nous accueillez ici au cœur de votre ferme. Paysans parmi les paysans, vous êtes le sel de la terre. Et comme tous nos agriculteurs, les premiers souverains de notre patrie. Je suis fier de vous accueillir ici, à la 7e fête de la Violette, qui depuis 10 ans est la fête de la droite. Ici, en Sologne, nous sommes plus de 2500 pour le plus grand rassemblement politique de la France rurale. Ici, la droite a toujours été fière et toujours été forte, et je vais vous le prouver. Un jour, le 5 mars 1969, un homme a dit « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte et qu'elle a une vocation universelle, à la condition qu'il reste une petite minorité, sinon la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Croyez-vous que le corps français puisse absorber 10 millions de musulmans? Mon village ne s'appellerait plus Colombey les 2 églises, mais Colombey les 2 mosquées. Cet homme n'était pas d'extrême droite, il était de droite, il était patriote, il a même sauvé la France. Il s'appelait le général de Gaulle. Un autre jour, le 21 septembre 1991, un autre homme a dit « Le phénomène de l'immigration devient celui de l'invasion. Je propose de fixer un quota de 0 immigration
et de renvoyer rapidement tous les immigrés clandestins, d'imposer la monogamie et de revenir au droit du sang. Cet homme n'était pas d'extrême droite, il était centriste de droite, il s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Un autre jour, le 19 juin 1991, un autre a encore dit « Comment voulez-vous que le travailleur français ne devienne pas fou ? Lui qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé il y a 4 jours, qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM une famille avec un père, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses qui gagnent 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Cet homme n'était pas d'extrême droite, il était de droite, paraît-il, il s'appelait Jacques Chirac. Alors aujourd'hui, je pense à tous les électeurs de droite. Qui a trahi qui ? Les gaullistes ont trahi De Gaulle, Giscard a trahi Giscard, Chirac s'est trahi lui-même, et les sarkozystes sont orphelins. Alors j'ai été le numéro 2 des Républicains, et je lance aujourd'hui un appel solennel à tous les électeurs de droite. Venez chez nous, notre porte est grande ouverte. Vos dirigeants vous ont trahis, ils rêvent tous d'être ministres d'Emmanuel Macron. Mais vous qui êtes restés fidèles, sachez qu'il existe un jeune parti qui vous attend, qui vous fera vibrer et qui ne vous décevra pas. Ce jeune parti s'appelle Reconquête. Oui, nous sommes les héritiers de Charles Pasqua et de Philippe Séguin. Nous sommes la droite, nous sommes l'avenir de la droite et l'espoir de la France. Amis français, entends-tu ces bruits sourds d'un pays qu'on enchaîne ? Entends-tu la colère de notre peuple qui veut que cessent les crimes commis par les migrants, qui agressent, volent, violent et tuent chaque jour les nôtres ? Lola, nous ne t'oublierons jamais. Arnaud Beltrame, nous ne t'oublierons pas. Laura et Morane, assassinés par l'État islamique à la gare Saint-Charles en 2017, nous ne vous oublierons pas. Les enfants innocents d'Annecy, jamais non plus. Pas plus que Samuel Paty. Pas plus que les 3 enfants juifs, le professeur et les militaires de Toulouse, assassinés par Mohamed Merah. Pas plus que les prêtres de Rouen et de Vendée. Pas plus que cette grand-mère et cette petite fille innocente, sauvagement agressée par Brahima le Français, lundi dernier, à Bordeaux. Amis français, entends-tu le triste spectacle de ce gouvernement d'idéologues et d'incapables, comme la transparente Elisabeth Borne, qui passe son temps à dénoncer la récupération des violences par la droite, plutôt que de dénoncer les violences elles-mêmes. Ah, récupération. Ce nouveau mot à la mode, inventé par les imbéciles heureux et les idiots inutiles. Ce nouveau mot, inventé par ceux qui veulent faire taire les évidences. Eh bien, nous le clamons haut et fort. Oui, nous allons continuer à récupérer. Récupérer encore, récupérer toujours, car nous voulons réparer les souffrances d'hier, consoler les larmes d'aujourd'hui et empêcher les deuils de demain. Ils veulent nous faire taire, et nous ne nous tairons pas. Ils veulent protéger les coupables et rendre nos cœurs insensibles à la souffrance des victimes. Pire que la prétendue récupération, il y a leur omerta, leur silence, leurs mensonges, et jamais nous ne nous résoudrons à enterrer des innocents qui n'auraient jamais dû mourir. Amis français, entends-tu l'affligeante Roselyne Bachelot qui veut raser nos églises? Le désespérant Pape Ndiaye qui veut imposer la théorie du genre à nos enfants? Eh bien, nous disons à Pape Ndiaye, nous chasserons l'offensive islamiste, nous chasserons les abayas, nous chasserons les menus halal et nous chasserons les lobbies LGBT de nos écoles. Qui d'autre que nous? Personne. Amis français, entends-tu ces bruits sourds d'un pays qu'on enchaîne? C'est la crise d'un monde qui meurt. Mais en France, c'est à l'instant où l'on croit que tout est fini, que tout renaît, comme le miracle français. Nous croyons en la France. À chaque fois qu'on l'a cru finie, elle a étonné le monde. À chaque fois, elle s'est relevée. Notre France, c'est le pays qui a fait la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution,
entre l'État capétien et l'État républicain. C'est le pays qui a inventé la laïcité pour faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Notre France, c'est la fille aînée de l'Église, née il y a 2000 ans dans les 3 souvenirs de Rome, d'Athènes et de Jérusalem, dans l'amour de Clovis et de Sainte Clotilde. Notre France, c'est le pays qui, entre le drapeau blanc et le drapeau rouge, a choisi le drapeau tricolore pour en faire le drapeau de la liberté. Tant qu'il naîtra des enfants de France, tant que nos femmes donneront la vie, tant que vogueront nos poussettes, nos landaux et nos berceaux, nous ne baisserons ni les yeux, ni le cœur. Nous sommes aussi jeunes que notre foi, et ils sont aussi vieux que leur tristesse. Nous aimons nos pères et nos mères, nous aimons nos femmes, nos fils et nos filles, et aujourd'hui, vocation des vocations, nous avons un pays à sauver. Vive la Sologne, vive Reconquête, vive Nicolas Bay, Marion Maréchal et Éric Zemmour, vive la République et surtout, vive la France! Mesdames et messieurs, il est vice-président de Reconquête qui nous vient de Normandie. Merci d'accueillir Monsieur Nicolas Bay. Mes chers amis, merci infiniment de votre présence massive, spectaculaire aujourd'hui dans cette magnifique campagne de Sologne. Vous êtes la démonstration, par votre présence en nombre, par votre ferveur immense, par votre engagement militant derrière Éric Zemmour, que nous sommes la force politique conquérante. Reconquête, ça n'est pas simplement un slogan, ça n'est pas simplement le beau nom de notre mouvement, c'est un mot d'ordre, c'est la démonstration spectaculaire de notre engagement, de notre volonté, de notre pugnacité à sauver la France, à défendre la France et à faire en sorte que les Français soient à nouveau dans leur pays, chez eux. Merci infiniment, mon cher Guillaume, de ton accueil ce soir sur tes terres de Sologne. Nous sommes les défenseurs de notre identité nationale. Nous sommes les défenseurs de notre pays. Et lorsque nous défendons notre identité, nous pensons bien sûr au combat que nous devons mener et gagner contre l'immigration de masse, contre ses conséquences et notamment l'islam politique. Mais nous avons conscience surtout, dans ces paysages extraordinaires, ce patrimoine naturel, culturel, spirituel, cette littérature, ces arts qui ont forgé notre pays et notre destin, cet héritage absolument fabuleux qui ne nous appartient pas, dont nous sommes les dépositaires, qu'il nous appartient humblement de transmettre, d'embellir, pour que les générations à venir puissent à nouveau en profiter. Tandis qu'Emmanuel Macron, lui, ne pense qu'à une chose, c'est détruire méthodiquement notre pays, combattre la culture française, renoncer à défendre notre civilisation, contester même la réalité de cette civilisation et déposséder les Français de leur propre pays. Alors, bien sûr, mon cher Guillaume, tu nous accueilles sur tes terres de Sologne, 8 ans après avoir créé ce magnifique rendez-vous de la fête de la Violette, cette fête de la droite qui ne cède pas face à la gauche, cette fête d'une droite authentique, sincère, déterminée, combative, qui ne renonce pas face aux dictats des médias, qui ne cède pas face au politiquement correct. Merci, cher Guillaume, de nous accueillir aujourd'hui en mettant cette fête de la Violette au cœur du combat de Reconquête, en faisant le grand événement
de cet été au milieu de cette année 2023, une année sans élection. La France n'en connaît pas tant que ça. Après 2022, derrière Éric Zemmour, nous avons créé un grand mouvement, créé une force politique considérable. Reconquête, c'est le parti de tous les records. 2 500 000 voix après quelques semaines d'existence. Plus de 100 000 adhérents, c'est-à-dire plus que la totalité des autres partis politiques. Un résultat d'Éric Zemmour à la présidentielle qui est plus important que le Parti socialiste et les Républicains réunis. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes face à un nouveau record. Vous êtes près de 3 000 dans la campagne de Sologne. Aucun parti politique n'est capable de faire une telle démonstration de force, de persévérance et de ferveur. Alors oui, nous l'affirmons, nous sommes la droite. Nous sommes cette vraie droite. Et aujourd'hui, on voit bien que ceux qui étaient censés représenter la droite, ceux qui se réclament de droite ou qui parfois n'osent même plus se revendiquer de droite, eh bien ceux-là ont tout abandonné, ont tout lâché, ont trahi en toutes circonstances. Et c'est pour ça que venant des Républicains comme Guillaume, venant du Rassemblement national comme Marion ou moi-même, et comme beaucoup d'entre vous, nous sommes aujourd'hui derrière Éric Zemmour pour défendre enfin les valeurs immuable d'une droite qui ne cède pas, d'une droite patriotique, d'une droite nationale, d'une droite identitaire, d'une droite civilisationnelle. Ce qui nous a rassemblés derrière Éric Zemmour, c'est cette volonté de défendre enfin la politique au sens le plus noble, cette charité, cette véritable charité qu'a chacun d'entre nous, parce que si vous êtes ici, si vous consentez au quotidien des sacrifices individuels, si vous prenez sur vos temps de famille, de loisirs ou professionnels pour le combat politique, si vous passez des nuits à coller des affiches, des matinées à distribuer des tracts, des heures et des heures à convaincre encore et toujours les Français, ça n'est pas comme certains partis politiques parce que vous êtes guidés par un agenda personnel, par un plan de carrière, par la volonté d'obtenir quelques avantages. C'est simplement parce que vous aimez passionnément la France et que vous ne voulez pas la voir disparaître. Cette année de construction, de reconquête, ça nous permet aujourd'hui, à la veille de l'été et à la veille d'une période de repos bien méritée pour chacun de nous, eh bien, d'avoir construit un mouvement politique d'une force spectaculaire. Nous avons des fédérations de reconquête organisées dans chacun des 102 départements de France, de métropole, d'outre-mer et même chez les Français de l'étranger. Nous sommes donc prêts pour les futures batailles électorales, prêts pour tous les combats politiques, parce que, bien sûr, nous avons vocation à gagner par les urnes, mais nous menons tous les combats intellectuels, politiques, doctrinaux, de terrain, au service de la France et des Français. Et cette droite civilisationnelle que nous représentons tous derrière Éric Zemmour, eh bien, c'est une droite qui est lucide, d'abord sur la question migratoire. Lorsque notre président a affirmé pendant la campagne présidentielle qu'il y avait une menace mortelle de grand remplacement en France, on a entendu les partis prétendument de droite, les Républicains, qui disaient que c'était exagéré, le Rassemblement national, et je suis le premier à en être navré, qui nous expliquait que c'était une théorie complotiste, parce qu'en réalité, le ni droite ni gauche de Marine Le Pen est devenu progressivement un ni droite ni droite. Et qu'il renonce systématiquement à mener le combat face à une gauche qui est minoritaire dans notre pays, mais qui parvient toujours à imposer ses thèmes. Eh bien, oui, il y a un risque mortel de grand remplacement en France, pour une raison très simple et mathématique. Nous sommes un pays de 70 millions d'habitants. Nous subissons 500 000 entrées par an de personnes qui n'ont rien à faire en France. Eh bien, en quelques décennies, si nous n'arrêtons pas ces flux incessants, en effet, nous risquons d'être grand remplacés. Et d'ailleurs, mes chers amis, les Républicains, je ne parle pas des électeurs souvent lucides, je parle bien sûr de leurs dirigeants, seraient bien inspirés de faire preuve de lucidité parce qu'eux-mêmes ont vécu le grand remplacement. Grand remplacé par Macron en 2017, grand remplacé par Éric Zemmour et par la force de reconquête en 2022. Nous sommes bien sûr cette droite aussi qui défend la valeur travail contre l'assistanat. Et on peut se désoler de voir l'hémicycle de l'Assemblée nationale où on a 50 nuances de gauche,
où on a la NUPES qui tient un discours d'extrême gauche, les Républicains qui malheureusement se scindent en deux, ceux qui tiennent un discours de centre-gauche derrière Pradier et ceux qui veulent être les supplétifs de Macron derrière Éric Ciotti. Et un Rassemblement national qui, avec 88 députés, parvient au tour de force d'être totalement inaudible et aligné sur le logiciel et la grille de lecture de la gauche. Eh bien nous défendons les libertés, nous savons que la France ne peut pas continuer d'être, comme d'ailleurs l'est l'Union européenne, à la fois le pays le plus taxé, le plus imposé et en même temps le moins protégé. Nous devons défendre en priorité les libertés économiques, faire en sorte que les créateurs puissent créer, que les entrepreneurs puissent entreprendre, que les Français puissent travailler, alors qu'on a face à nous une gauche qui veut nous imposer le droit à la paresse, mais le droit à la paresse des uns est évidemment financé par le travail des autres. Et nous avons aussi conscience, comme Guillaume le rappelait à l'instant, que nous sommes face à une vaste entreprise de démolition des valeurs fondamentales que nous portons, Emmanuel Macron et son gouvernement, avec, il faut bien le dire, la bénédiction, la complicité ou en tout cas la passivité de toutes les autres forces politiques, à l'exception de nous. Emmanuel Macron aujourd'hui veut faire de nos enfants de véritables cobayes qui subissent les délires idéologiques. On veut leur imposer dans les écoles l'activisme LGBT, on veut leur expliquer qu'il n'y a pas d'histoire de France, on veut gommer les heures les plus glorieuses de notre histoire et en permanence exacerber les heures les plus critiquables ou les plus sombres. Cette vision de la France, cette vision en réalité profondément anti-française, nous sommes les seuls à la combattre. Alors mes chers amis, nous sommes à quelques mois, un peu moins d'un an de la prochaine bataille électorale. Ce sera la bataille des élections européennes. Nous savons aujourd'hui que nous porterons un discours d'une Europe civilisationnelle. On n'est plus dans le vieux débat qui oppose uniquement les souverainistes, même si nous sommes attachés à la souveraineté nationale, aux fédéralistes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, mais aussi la gauche et les LR au Parlement européen, en réalité, ont instauré un État centralisé bruxellois. Ils veulent donner à la Hongrie, à la Pologne et demain à la France moins de pouvoir et moins de capacité de décision que n'en a le Texas ou la Californie dans le système américain. Eh bien, nous voulons retrouver nos libertés fondamentales. Nous voulons une Europe qui protège son marché, qui protège nos frontières et qui, pour le reste, permet aux libertés individuelles, aux libertés économiques d'être exprimées à nouveau. Nous n'acceptons pas les renoncements et les trahisons de la droite. LR, en réalité, a connu l'Union européenne comme un laboratoire. Le PPE est le laboratoire des trahisons et des renoncements des Républicains. Il co-dirige l'Union européenne depuis des décennies avec la gauche et avec les macronistes. Ils votent les accords de libre-échange qui ont tué hier notre industrie, qui tueront demain notre agriculture. Ils acceptent les quotas de migrants et la répartition des migrants. Ils acceptent l'activisme LGBT. Ils imposent le pass vaccinal et des restrictions de liberté parfaitement injustifiées aux Français et à tous les Européens. Eh bien, il est urgent que nous portions l'année prochaine une autre vision d'une authentique Europe, non pas une Union européenne rabougrie, mais cette Europe multimillénaire qui puise ses racines dans la Grèce antique, dans le droit romain et qui a été façonnée par la chrétienté. Elle est là, la véritable Europe. C'est cette véritable Europe que nous défendrons avec Éric Zemmour, avec Marion Maréchal, avec Guillaume Pelletier et avec vous tous l'année prochaine. Et notre premier objectif, mes chers amis, c'est de montrer aux Français qu'il y a un espoir. Beaucoup écœurés par les trahisons de la fausse droite et de la vraie gauche, écœurés par Macron et sa manière autoritaire de diriger, eh bien aujourd'hui ne veulent plus croire en la politique. Eh bien nous allons leur montrer que partout dans son histoire, la France a connu des moments difficiles, des moments critiques où son existence même était menacée. Et pourtant, chaque fois, une poignée d'hommes et de femmes se sont levés, comme nous le faisons aujourd'hui avec Éric Zemmour. Ils ont montré la voie, ils ont porté le flambeau. La France, les Français, notre peuple nous suivra. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis et les vice-présidentes de Reconquête, merci d'accueillir Madame Marion Maréchal.
Merci. Merci pour votre accueil, merci pour votre présence nombreuse. Ça a été dit, vous êtes plus de 2500 aujourd'hui. Et par cette grande manifestation, vous démontrez une fois de plus que vous êtes le cœur vivant, le cœur battant, le cœur combattant de la droite française. Merci à Guillaume, vous pouvez vous applaudir bien évidemment. Merci à Guillaume Pelletier de nous accueillir chez lui en Sologne pour cette fête de la Violette, cette grande fête de la droite, cette fête qui dorénavant ne sera plus la fête du centre droit de toutes les compromissions, mais bien la fête de la vraie droite aujourd'hui avec Reconquête, la vraie droite de conviction qui nous unit aujourd'hui. Cette droite qui n'oublie pas sa mission fondamentale, protéger et transmettre. Protéger et transmettre, c'est le slogan de la dernière affiche de Reconquête que vous avez été nombreux à aller coller partout en France. Cette affiche, protéger et transmettre, qui a pour illustration, vous l'avez vu, ces deux enfants au sourire éclatant avec en fond le magnifique Mont Saint-Michel. Ces enfants, ce site éblouissant, ce sont deux des facettes de cette France éternelle, de cette France qui ne veut pas disparaître, de cette France que nous ne laisserons pas disparaître. Oui, à droite, nous serons le rempart face à toutes les déconstructions de la gauche, face à toutes les déconstructions de la NUPES et du wokisme. Qui d'autre que nous pour défendre la langue face à l'écriture inclusive, pour défendre notre histoire et notre honneur face au déboulonnage des statuts, pour défendre le bon sens et la biologie face à la théorie du genre, pour défendre la nation face à l'immigration, pour défendre nos mœurs et nos traditions face au multiculturalisme, pour défendre le travail face à l'assistanat, pour défendre l'ordre face à l'ensauvagement. Et ce, malgré les intimidations, malgré les diffamations, malgré les caricatures. Soyez-en tous ici persuadés, non seulement votre combat est juste, mais surtout votre combat est beau. Si vous me le permettez, les amis, et j'espère que Guillaume ne m'en voudra pas, je vous propose de quitter quelques instants la splendide Sologne pour regarder autour de nous. Parce que partout en Europe, les résultats électoraux confirment notre diagnostic. Partout en Europe, le clivage droite-gauche se réimpose autour de cette notion de la défense de l'identité et de la civilisation. Partout en Europe, l'union des droites que nous défendons ici en France engrange des victoires. Une droite qui avance sur le terrain électoral parce qu'elle a décidé de ne pas reculer sur le terrain des idées. Eux aussi, ils nous regardent et ils nous posent cette question. La France restera-t-elle encore longtemps une exception ? Quand est-ce que la France viendra prendre sa place, sa grande place, à nos côtés pour défendre la civilisation européenne ? Eh bien aujourd'hui, en votre nom à tous, depuis la Sologne, avec Éric Zemmour et toute notre équipe, nous leur disons, ici aussi la droite est debout, patientez un peu, parce que demain, amis polonais, italiens, espagnols, hongrois, suédois, finlandais, estoniens, demain, nous serons à vos côtés en 2024. Oui, en 2024, nous allons prendre toute notre place dans cette bataille. Nous viendrons rappeler un certain nombre d'évidences oubliées. Évidences oubliées au premier rang desquelles Madame von der Leyen n'est pas notre patronne. Madame von der Leyen est notre employée. Elle n'a pas mandat pour faire de la diplomatie en notre nom. Elle n'a pas mandat pour distribuer les bons et les mauvais points aux États membres. Elle n'a pas mandat pour menacer les électeurs d'un pays à l'aune d'une élection nationale, comme elle l'a fait en Italie. Il est grand temps de rappeler à Madame von der Leyen sa fiche de poste. Parce qu'à aucun moment, les Polonais, les Hongrois, les Italiens, ni même les Français n'ont signé de traité pour qu'on vienne leur imposer la propagande LGBT, pour qu'on vienne leur imposer la théorie du genre, pour qu'on vienne leur imposer une lecture biaisée et idéologisée de l'état de droit. À aucun moment, nous n'avons signé pour que l'argent de l'Union européenne, c'est-à-dire notre argent, soit utilisé pour acheter des pays récalcitrants ou pour les soumettre. À aucun moment, nous n'avons signé pour que l'Union européenne organise la submersion migratoire de notre continent ou finance des grandes campagnes de défense du voile dans l'espace public.
En revanche, oui, nous avons signé pour une vraie solidarité européenne. Oui, nous avons signé pour mettre en commun un certain nombre de compétences dans lesquelles l'échelle européenne était évidemment plus pertinente. Nous avons signé pour le principe de subsidiarité qui protège la décision des États membres et leur action dans toutes les compétences qui ne relèvent pas de l'Union européenne. Et vous pourrez compter sur nous en 2024 pour mettre fin à cette scandaleuse usurpation des pouvoirs par la Commission et par sa bureaucratie. Refuser les textes imposés par la Cour de justice de l'Union européenne et la Commission qui vont bien au-delà des compétences aujourd'hui prévues par les traités. Ce n'est pas violer le droit que de vouloir, au contraire, lutter contre cet abus de pouvoir, c'est garantir son strict respect. Vous pourrez compter sur nous pour rappeler que l'Union européenne doit être avant tout et seulement une organisation internationale au service de notre prospérité, de notre indépendance, de notre liberté et surtout de notre identité. Vous pourrez aussi compter sur nous pour rappeler les élus français à leurs responsabilités. Car si aujourd'hui la voix de la France ne porte plus ou si mal au sein de l'Union européenne, si aujourd'hui la France est l'un des pays les plus soumis à la Commission et à ses injonctions, si encore tout récemment, vous l'avez vu, le gouvernement français d'Emmanuel Macron était aux côtés de l'Allemagne pour défendre le laxisme migratoire face à la coalition des pays emmenée par Giorgia Meloni en Italie, eh bien si la France, depuis des années, est du côté de la fédéralisation de l'Europe et de cet abus de pouvoir, et non justement du côté de l'Europe de la civilisation, c'est bien avant tout de la responsabilité de nos politiques français. C'est bien sûr celle de la responsabilité du gouvernement, c'est aussi, pardon de le rappeler, la responsabilité de la délégation des Républicains qui, on a souvent tendance à l'oublier, aujourd'hui siège dans le bloc majoritaire avec le centre et avec la gauche, avec les macronistes, eux qui ont aussi fait élire Madame von der Leyen et qui sont comptables aujourd'hui du bilan de cette Union européenne. Mais cette élection européenne doit aussi être l'occasion de poser un moment de lucidité avec nous-mêmes. Posons-nous cette question, est-ce que tous les pays membres de l'Union européenne dysfonctionnent comme le nôtre? Manifestement, la réponse est non. Je vais vous donner quelques exemples puisque c'est un sujet d'actualité, l'énergie. Et pour illustrer mon propos, je vais vous citer Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, qui disait « Les Allemands n'ont pas supporté que la France soit compétitive sur le plan énergétique. Ils ont donc naturellement voulu détruire EDF. J'en veux plus aux dirigeants français qui n'ont pas défendu EDF qu'aux Allemands qui ont défendu l'Allemagne. » Tout est dit. Tout est dit dans cette phrase. Parlons de finances. Alors que la monnaie unique a été mise en place, alors que des personnalités comme Éric Zemmour et l'ensemble des vice-présidents de Reconquête se sont positionnés contre l'adoption de cette monnaie unique, regardons que le seul intérêt finalement de cet euro, qui a largement contribué à notre désindustrialisation, était de pouvoir emprunter à des taux d'intérêt intéressants grâce au parapluie budgétaire de l'Allemagne. Et qu'ont fait nos gouvernements de cette opportunité ? Eh bien, au lieu d'emprunter pour investir sur des secteurs d'avenir, dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la recherche, eh bien, ils se sont contentés d'emprunter sans limite pour combler le gouffre de l'assistanat, pour faire grossir cet État social qui n'est plus tourné vers les Français, mais vers le monde entier, pour financer encore et toujours plus d'immigration massive. Parlons d'immigration, d'ailleurs. Et là encore, regardons les choses clairement et avec lucidité. Est-ce que c'est l'Union européenne qui nous a imposé le droit du sol? Est-ce que c'est l'Union européenne qui nous impose de maintenir les accords scandaleux avec l'Algérie? Non, bien évidemment. Est-ce que c'est l'Union européenne qui nous impose d'octroyer des aides sociales sans limite, des logements, l'accès à différentes prestations en tout genre, que vous travaillez ou non aux immigrés? Eh bien, c'est toujours non. Est-ce que c'est l'Union européenne qui, aujourd'hui, est responsable de la scandaleuse non-application des obligations de quitter le territoire français? Eh bien, c'est encore non. En 2021, seulement 5,7% des obligations de quitter le territoire français étaient exécutées en France. La même année, imaginez en Allemagne, c'était 6 fois plus. Alors,
la faiblesse face à l'immigration incontrôlée? Est-ce la faute uniquement à l'Union européenne ou bien est-ce la faute avant tout à nos gouvernants nationaux? En matière d'immigration, comme pour tout le reste, il faut refuser que nos gouvernants se cachent derrière l'Union européenne pour tenter de camoufler leur renoncement, leur lâcheté, leurs échecs et surtout leur idéologie. Nous ne laisserons pas Gérald Darmanin se cacher derrière Mme von der Leyen pour s'exonérer de ses responsabilités quand un migrant clandestin agresse, viole, tue en France, comme cela arrive malheureusement trop souvent dans notre pays. Parce qu'ils ne le font pas, parce qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils ne l'ont pas fait hier à Bordeaux, parce qu'ils ne l'ont pas fait hier à Annecy, parce qu'ils ne protègent même plus nos grands-mères ou nos petites-filles, alors plus que jamais, le combat de reconquête est nécessaire. Alors plus que jamais, notre pays a besoin de votre engagement. Demain, avec les droites européennes, nous avons l'occasion historique de pouvoir construire une nouvelle majorité au Parlement européen. Nous avons l'occasion historique de pouvoir renouer avec les racines de la civilisation européenne pour faire en sorte que ce projet européen ne soit plus le simple service d'un marché ou d'une idéologie woke et islamo-gauchiste, mais au service de la civilisation de nos héros, de nos grands découvreurs, de nos saints et de tout ce qui nous unit et nous rend si fiers au sein de cette magnifique civilisation européenne. L'Europe, soyez-en sûrs et soyez-en fiers, a beaucoup apporté au monde. Peut-être est-ce d'ailleurs la civilisation qui a le plus apporté, mais elle a encore énormément de choses à dire au monde sur la souveraineté, sur la dépendance, l'indépendance, sur la dignité humaine, sur les libertés. Donc pour cela, nous irons défendre nos frontières communes pour protéger nos peuples. Nous réaliserons de grands projets. Nous serons au rendez-vous de l'avenir en portant haut et fort nos traditions et donc nos libertés. Mais ce n'est qu'une étape. Parce qu'après les européennes, après-demain, vous serez des milliers d'élus. Et je sais qu'il y en aura ici, face à moi, à entrer dans les conseils municipaux, à rejoindre nos 80 maires pour porter notre voix partout et continuer à bâtir le grand parti du renouveau de cette droite enracinée et populaire. Mais notre aventure ne sera pas encore terminée. Puisqu'il y a décivilisation, il faudra qu'il y ait le retour de la civilisation. Puisqu'il y a la gauche de la déconstruction, eh bien, nous serons la droite de la reconstruction. Vous le savez, avec Éric Zemmour, nous avons un pays à sauver. Ça a commencé à l'élection présidentielle, ça continue aujourd'hui, ça continuera plus que jamais demain, parce que, souvenez-vous d'une chose, l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, il est le président de Reconquête. Il a réuni 2 500 000 Français sur son nom à l'élection présidentielle. Vous le lisez, vous avez voulu le lire, il est encore là. Merci d'accueillir Monsieur Éric Zemmour. Si vous le voulez bien, j'enlève ma veste.
Mais... On va s'arrêter là. Mes très chers amis, cher Guillaume Pelletier, cher Marion Maréchal, cher Nicolas Bay, cher Stéphane Ravier, cher Sarah, Olivier, Stanislas, très chers amis de Reconquête et tous les autres qui nous écoutent, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à tous ici, à La Motte-Beuvron, en plein cœur de cette Sologne que tu aimes tant, cher Guillaume, en plein cœur de notre si belle campagne qui fait l'âme de la France. Merci à tous d'avoir fait le déplacement de toutes nos provinces françaises. Quelle joie de vous retrouver ici, plus de 500 000 Français, pour fêter la Violette. Cette fête de la Violette qui renaît aujourd'hui, c'est toi qui l'as voulu, cher Guillaume. Tu nous l'as rappelé, il y a 10 ans, quand tu étais porte-parole de Nicolas Sarkozy, tu avais fait ce constat amer, la droite n'avait jamais eu sa propre fête. Les communistes avaient la fête de l'UMA, le FN avait le 1er mai, au temps où il existait encore, même le Parti socialiste organisait sa fête de la rose. Mais la droite, elle, semblait condamnée à n'organiser d'événements que pour se sortir des situations électorales périlleuses, par exemple en tenant des États généraux à Paris. Oh, toute ressemblance avec des faits actuels ne serait évidemment que fortuite. Cette incongruité n'a pas échappé à notre cher Guillaume. Alors, il a voulu que nous donnions à la droite sa propre fête populaire. Et c'est ainsi qu'en 2013 déjà, la fête de la Violette est née. C'est que, contrairement à la rose socialiste, dont l'attrayante parure ne dissimule en vérité que des épines acérées, la Violette, elle, est une fleur sans défaut. C'était, Guillaume vous l'a dit, la fleur préférée de Napoléon. Elle est devenue le symbole des bonapartistes de l'ombre. Dans leur cœur, la violette était un signal de reconnaissance. C'était la fleur du printemps, la fleur de l'espoir, la fleur de la fidélité aussi. C'est là que la grande histoire de France rejoint la nôtre, mes chers amis. Car à notre tour, nous allons faire que la fête de la Violette devienne l'immanquable rendez-vous d'une certaine droite. La droite qui, les pieds dans la glaise, n'oublie pas tout ce que la France doit à ses terroirs, celle qui reste fidèle à ses convictions, fidèle aux Français et fidèle à la France. Car hélas, et vous ne le savez que trop, il y a une autre droite. Une droite qui, au fil des années, a changé. Une droite qui, jour après jour, a trahi. Cette droite a voulu s'allier au centre. Elle s'est donc soumise au centre, au politiquement correct, au conformisme, au statu quo, et puis finalement à la gauche. Alors, il n'y eut plus en France que deux gauches, dont l'une s'appelait la droite. Au pouvoir, ils n'ont rien fait, dans l'opposition, ils n'ont rien dit. Macron est venu faire au grand jour ce que cette droite avait fait en catimini. Il les a surpassés, il les a subjugués, il les a enrôlés. Et c'est ainsi que la droite LR est morte. Ah, bien sûr, les vieux réflexes n'ont jamais manqué de ressurgir à chaque élection. Lorsqu'il s'agit de se faire élire, cette vieille droite-là ne manque pas de ressort. Elle sait parfaitement que son électorat, lui, n'a pas changé. Elle sait lui dire, et parfois avec beaucoup de talent comme en 2007, ce qu'il veut entendre, ce à quoi il aspire pour son pays. Malheureusement, il manque désormais le talent aux Républicains de 2023, mais l'entourloupe est toujours la même. Mes chers amis, savez-vous comment deviner qu'une échéance électorale approche? C'est quand les Républicains se souviennent qu'ils sont de droite. Depuis quelques jours, la direction de LR, qui voit avec angoisse se rapprocher les élections européennes, essaye de toutes ses proches, de toutes ses forces, de faire croire à l'énième chemin de Damas de leur parti. Mais comme souvent avec les Républicains, tout sonne faux. Comment croire en effet au parti des 100 000 promesses? Comment croire à un parti qui, à chaque fois qu'il a été au pouvoir, a systématiquement trahi ses engagements?
Comment croire à un parti dont l'un des ténors, Xavier Bertrand, a dit qu'il préférait les communistes à ce qu'il appelle stupidement l'extrême droite? Comment croire au parti qui, encore aujourd'hui, se déchire quant à la conduite qu'il doit adopter vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Comment croire à ce parti quand la moitié des candidats potentiels pour remplacer Elisabeth Borne en sont issus? Chers amis, soyez-en sûrs, nous ne craignons rien. Les LR peuvent essayer de nous singer autant qu'ils le veulent. Le peuple de droite ne s'y trompera plus. Il ne prête même plus l'oreille devant le 100e coup de bluff des Républicains. Le constat de la mort annoncée des LR, je l'ai fait depuis longtemps. Je l'ai refait en septembre 2021. Vous l'avez fait aussi. La droite n'est plus représentée en France. Alors, nous nous sommes engagés et nous les avons battus lors de la présidentielle. Nous devons désormais reprendre le flambeau et redorer ce blason de la droite. Car la droite que nous aimons n'a jamais été un vieux syndicat d'élus, tout juste bon à se faire réélire sur la seule crainte du changement. La droite que nous aimons n'a jamais été cette force d'appoint à une majorité centriste dont le rôle à l'Assemblée nationale se limite à sauver chaque semaine la peau d'une première ministre détestée. La droite que nous aimons n'a jamais été celle qui, effrayée par son nombre, comme par la plume des journalistes, a systématiquement fait sien les anathèmes de la gauche. Enfin, mes chers amis, la droite que nous aimons n'a jamais été celle qui, s'accommodant d'un grand remplacement utile pour les affaires, a fait semblant de découvrir le péril mortel de l'immigration le jour où ces derniers électeurs ont commencé à la fuir. Notre droite, c'est l'inverse de tout cela. Notre droite est fière, solide, volontaire. Notre droite aime l'histoire de son pays et fera tout pour en écrire la suite. Notre droite rend hommage à son passé et au courage des grands Français, de Roland de Roncevaux à Jeanne d'Arc, de Bayard au poilu de Louis XIV, en passant de XIV, pas de Louis XIV, en passant par Jean Moulin, Honoré d'Estienne d'Orbe, et jusqu'au Arnaud Beltrame et ce jeune Henri, ce Français si fier qui s'est illustré à Annecy. Notre droite est moderne et travailleuse, elle est impertinente, imperturbable, insolente. Elle n'a pas peur des mots, pas peur de ses idées, pas peur de la réalité, pas peur de se faire des ennemis, si c'est dans l'intérêt de la France. C'est pour cela que nous sommes tous ici rassemblés aujourd'hui, 10 ans après. La fête de la droite est de retour à la maison. Alors je dis aux derniers électeurs des Républicains, vous êtes des patriotes sincères, vous n'aimez ni l'extrême droite ni l'inutile centre. Votre place est à nos côtés. La fidélité à vos idées est chez nous. Reconquête est votre maison. La droite est reconquête. Reconquête, c'est la droite. Et quand je dis que nous sommes la droite, entendez-moi bien. Je dis que nous ne sommes pas et ne serons jamais l'extrême droite. Ne croyez pas ce que rabâchent sans fin les médias et la gauche. Nous sommes seulement ce que la droite était avant de se trahir et de vous trahir. C'est-à-dire que nous sommes amoureux de la France et décidés à ne jamais collaborer avec ses ennemis. C'est-à-dire que nous défendons l'héritage institutionnel du général de Gaulle, la Ve République, le pouvoir du peuple contre ceux qui veulent détruire nos institutions et établir le pouvoir des juges et des minorités. C'est-à-dire que nous défendons le travail et la prospérité contre le socialisme, l'étatisme et l'assistanat. C'est-à-dire que nous défendons l'excellence à l'école et le roman national contre l'égalitarisme et la haine de soi. Quand je dis que nous sommes la droite, c'est aussi que je refuse de nous positionner nulle part dans ce no man's land idéologique du ni droite ni gauche, qui est surtout pour moi la marque du cynisme politicien qui se veut attrape-tout. C'est qu'à force de trahison, la droite a même fini par disparaître de la vie publique au profit d'obscures périphrases et de concepts fumeux, nationalistes, souverainistes, populistes, localistes. Ce fut la course à qui trouverait le meilleur nom pour ne plus avoir à prononcer le nom de droite.
Les derniers à en conserver l'usage étaient de vieux sénateurs somnolents et quelques députés inaudibles, noyés dans leurs contradictions. Joli tableau. Et parce que je vous dis de droite, certains disent que je suis clivant, que je ne veux pas rassembler tous les Français. Ah, comme c'est intelligent. Pourquoi n'avais-je donc pas pensé plus tôt à rassembler la France entière? Mais bien sûr, j'aimerais beaucoup rassembler tous les Français. J'adorerais faire 100% au premier tour et ne plus cliver du tout. Vraiment, je vous assure, ça me plairait beaucoup. Seulement, voilà, avant de rassembler 100%, il faut déjà commencer par rassembler ceux qui sont d'accord entre eux pour qu'ils puissent agir, mener une action cohérente, avoir un impact sur le destin de la France. Toute chose dont les politiciens se moquent éperdument. C'est pour cela que la politique, c'est dire ce qui nous sépare, ce qui nous distingue, ce qui nous oppose, pour que les électeurs aient le choix. On a même appelé ça la démocratie. En réalité, tous les autres ont un clivage. Chacun divise à sa manière. Certains ne veulent parler qu'aux riches, d'autres qu'aux classes populaires, d'autres qu'aux woke et aux musulmans. Seulement, à notre sens, ils se perdent dans de mauvaises divisions, car ce ne sont pas celles qui assurent la défense des intérêts de la France. C'est pour cela que nous ne voulons pas céder au piège du clivage mondialiste contre patriotes. Emmanuel Macron et Marine Le Pen nous l'ont imposé par 2 fois, en 2017, en 2022. Non seulement ce clivage ne profite qu'à Macron et à son futur héritier, mais en plus, la France et la politique n'en sont pas sortis grandis. Quelle erreur historique, en effet, de jeter aux orties le clivage droite-gauche, précisément au moment où la gauche se renouvelle, où elle renaît de ses cendres, dans l'islamo-gauchisme le plus vindicatif, dans la légitimation de la violence la plus indécente et dans le délire wokiste le plus destructeur. La gauche, elle, n'a jamais autant assumé son identité. Elle s'en est même servie pour s'unir pendant que les autres formations de droite refusaient la main que nous leur tendions. Quelle erreur historique quand partout en Europe, des formations qui assument être de droite s'imposent dans le jeu politique, soit en remportant directement les élections, soit en négociant des accords de gouvernement avec les vieux partis de droite. Nous le montrerons à la France, comme l'Europe nous le montre aujourd'hui. Le clivage droite-gauche n'est pas un vain mot. Il est plus réel, plus pertinent que jamais, profondément enraciné dans notre histoire. Il ne sépare plus deux familles politiques bien contentes de se partager le pouvoir d'un mandat à l'autre. Il sépare aujourd'hui ceux qui défendent la France et ceux qui la détestent. Il sépare les partisans de la flemme et de l'assistanat des défenseurs du mérite, de l'effort et du travail. Je vous le dis aujourd'hui, les élections européennes ne constitueront pas le 3e épisode de cette farce, parce que nous l'empêcherons, parce que nous imposerons nos thèmes, parce que nous ne cesserons de rappeler que ce qui est en jeu, c'est avant tout la survie de la France et du vieux continent. Ceux qui misent tout sur cette opposition stérile se trompent 2 fois. Ils se trompent parce qu'ils pensent dépasser le clivage droite-gauche en amenant à eux des électeurs de gauche qui rejettent la mondialisation. Mais c'est un mirage. Les dernières mains désespérément tendues par Marine Le Pen à l'électorat mélenchoniste ou à Arnaud Montebourg l'ont montré. C'était pourtant logique. Montebourg et Mélenchon ont voté Macron et ce n'est sûrement pas l'électorat woke et musulman de Mélenchon qui allait choisir la candidate patriote. Ils se trompent aussi, et plus gravement encore, parce que leur positionnement n'est pas autre chose que la réactivation de la lutte des classes, soufflant sur les braises de la désunion nationale. Ils suggèrent que tous les riches seraient des mondialistes, des ennemis à abattre, des salauds qui ne défendent plus la patrie. Je n'y crois pas. L'exemple de certains grands patrons suffit à démentir cette vieille soupe marxiste. Et je pense aussi aux innombrables hauts fonctionnaires, cadres du CAC 40, entrepreneurs et commerçants à succès, dont beaucoup sont avec nous aujourd'hui, qui m'ont soutenu durant toute ma campagne et qui aiment passionnément la France. Combien d'entre eux, patriotes convaincus, ont toujours refusé de voter pour le RN, lassés d'être les cibles trop faciles d'un populisme qui les rejette? Disons-le encore plus clairement, refuser le clivage droite-gauche, c'est se priver d'électeurs de droite indispensables pour aller chercher des électeurs de gauche inatteignables. Ce que je vous dis là
nous paraît à tous logique. Pourtant, aucun n'a eu de mots assez durs pour évoquer notre campagne, notre stratégie, notre résultat. Ces thèmes de droite que nous avons fait renaître de leurs cendres, ils s'en moquaient ouvertement, les renvoyaient déjà aux oubliettes de l'histoire. Ah, l'unanimité était totale. La gauche unie sous la houlette de Mélenchon, les macronistes, LR, le Rassemblement national, étaient tous d'accord entre eux. Ressusciter la droite, la rassembler, ridicule. Car voyez-vous, quand il y a des élections et que le peuple français a enfin le pouvoir de choisir, il n'y a à les entendre rien de plus urgent que tout ce qui n'est pas l'immigration. La guerre en Ukraine, le prix de l'essence, la baisse de la TVA, la réforme des retraites. L'immigration n'est pas une priorité pour les Français, nous disent-ils tous en chœur. Mais dès que les échéances électorales s'éloignent, soudain, tout refait surface. La réalité reprend le dessus, les langues se délient. Si vous avez, comme moi, suivi d'un œil attentif la première année de ce second quinquennat, cela n'a pas pu vous échapper. Cette droite de l'identité qu'ils conspuaient quand nous l'incarnions l'année dernière, ils se l'arrachent tous aujourd'hui. Cette année, c'est le bal des copieurs de Reconquête. Alors, il y a ceux qui vont par petites touches, ça et là, qui tâtonnent. C'est la décivilisation d'Emmanuel Macron ou sa visite au Mont-Saint-Michel 1 an et demi après la nôtre. Ce sont les rodomontades de Gérald Darmanin. C'est la découverte, tardive, du scandale des privilèges migratoires algériens par Édouard Philippe. C'est la rigueur budgétaire factice ou la fermeté feinte contre les fraudeurs d'un Bruno Le Maire. Il y a ceux qui, tout en maintenant un discours de surface, ni droite ni gauche, veulent avancer leurs pions en coulisses pour éviter de perdre des électeurs vers nous. Et puis il y a ceux qui y vont carrément parce qu'ils voient leur mort en face. Et là, chez les Républicains, il n'est plus question de petites touches ou de discrétion. Ce n'est même plus de la parodie, c'est de la drague lourde, du harcèlement de rue, des imitateurs de haut vol. Bravo au Laurent Gérard de la politique française. Je vous ai parlé de la fausse droite et des partisans du ni droite ni gauche qui nous retardent. Mais ces gens-là, malgré nos nombreux désaccords, ne sont pas nos ennemis. Ils sont des concurrents, ils sont des rivaux. Je considère qu'ils se trompent et qu'ils nous retardent. Et c'est utile de le dire et de le répéter pour permettre aux Français un choix éclairé. Mais je vous le dis, nous sommes peut-être leurs ennemis, ils ne sont pas les nôtres. S'ils étaient assez clairvoyants pour avoir les mêmes priorités que nous serions sans doute unis dans notre combat pour la France. Les politiciens n'en veulent pas, nous l'avons compris. Ce sera donc aux électeurs de faire cette union des droites en votant pour nous. En revanche, il y a ceux qui nous ont désignés comme leurs ennemis. Mes chers amis, il paraît que j'adore les citations, c'est un fait. Alors aujourd'hui, j'aimerais en commenter une qui vous sied particulièrement bien. Vous la connaissez tous. On reconnaît la valeur d'un homme au nombre de ses ennemis. Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose pour un parti politique. Et il faut dire que tous ceux qui ont pris pour cible sont nombreux. Vous savez ce qui les rallie, c'est qu'ils ont bien compris que nous étions les seuls à combattre leur volonté obstinée de détruire la France, de remplacer son peuple et d'endoctriner ses enfants. Il y a bien sûr les journalistes pour qui nous sommes la cible numéro 1. Je ne vais pas revenir sur le traitement de notre campagne, vous le connaissez. Mais je veux vous parler d'un événement récent. Il y a une semaine, jour pour jour, à Brest, mes sympathisants et moi avons été attaqués par une horde de sauvages qui se prétendent antifascistes. Ils s'en sont pris à des vieillards, ils ont blessé des adolescents, ils ont détruit l'hôtel où nous étions réunis. Une attaque en bonne et due forme sous les yeux ahuris des policiers qui n'avaient reçu aucun ordre. Pourtant, croyez-vous ce que la presse a condamné les violences? Point du tout. La presse a parlé de tensions, de heurts, d'affrontements entre pros et anti-Zemmour. Rendez-vous compte, nous sommes les agressés et soudain, par la magie d'un titre de presse, nous devenons co-responsables de l'attaque.
Abracadabra. Le drame à Annecy. Ben voyons. Le drame à Annecy. Le drame à Annecy. Des tensions entre un migrant syrien et des poussettes. L'attaque de Bordeaux. Des heurts entre une grand-mère, une petite fille et un barbare. Et puis à la malhonnêteté est venue se joindre l'indécence. Alors que BFM m'invitait pour commenter cette agression, le journaliste m'a soudain posé cette question glaçante. Mais si vous vous faites attaquer dans toute la France, est-ce que finalement, ce n'est pas vous le problème? Mais, mes chers amis, vous qui avez collé des affiches et qui avez parfois subi la menace pour avoir le seul tort de défendre la France, finalement, est-ce que ce n'est pas vous le problème? La star de la chaîne BFM Télé a osé insinuer, alors que les images parlaient d'eux-mêmes, que nous l'aurions un peu cherché, car, dit-il, qui sème le vent récolte la tempête. Mais je vous le demande, quel vent sème une vieille femme innocente qui vient se faire dédicacer un livre? Quel vent sème un jeune adolescent qui se fait lyncher par 15 personnes alors qu'il venait rencontrer seulement l'auteur qu'il apprécie? Quel vent ont semé toutes les victimes quotidiennes de l'immigration? Ces Français sont innocents. Vous le savez. Mais pour certains, je crois comprendre que contre nous, tout est permis. Les racailles d'extrême gauche l'ont encore montré cette semaine. Parmi toutes, l'ultra-gauche qui a bien compris que nous étions la seule droite, puisque c'est nous qu'elle cible. J'aimerais évoquer plus précisément le cas de la CGT. Ah, la CGT. Ah, le bilan de la CGT, rien que cette semaine, c'est du solide. On peut dire que les CGTistes ont eu des journées chargées. Ah, ils n'ont pas chômé. Ils ont participé aux violences contre ma dédicace à Brest. On a pu voir leur drapeau flotter. Ils ont soutenu le chaos organisé contre le train Lyon-Turin. Et puis, il y a 3 jours, un de leurs cadres a tenu des propos ouvertement antisémites contre moi à Limoges. Devant des dizaines de témoins, dont des policiers, cet homme fin et courtois m'a demandé si mon train partait bien pour Auschwitz. Et pourtant, toute la gauche a fait front derrière lui. Et Madame Binet, et des députés LFI et certains journalistes de gauche. Laissez-moi poser une question simple. La CGT offre-t-elle à ses membres un totem d'immunité? Imaginez une insulte antisémite venue d'un homme de droite. Qu'aurait dit la presse? Imaginez une seconde si un drapeau du RN ou de Reconquête avait flotté à une manifestation de partisans de Mélenchon, était physiquement agressé. Qu'aurait fait le gouvernement? Mais il aurait demandé immédiatement la dissolution de ces mouvements. Alors, pourquoi continue-t-on de protéger la CGT? La CGT ne nous a pas seulement désignés, nous, comme ennemis. La CGT est également devenue l'ennemi du peuple français, l'ennemi des travailleurs français, l'ennemi de la prospérité française. Car la CGT, après s'être lamentablement soumise au stalinisme pendant la guerre froide, a décidé désormais de se soumettre à l'islamo-gauchisme, de défendre les travailleurs sans papier, dont les premières victimes sont les travailleurs français, leurs salaires et leurs conditions de travail. Car la CGT porte très mal son nom, elle qui est censée être la Confédération générale du travail, ne représente plus les travailleurs et ne défend plus le travail depuis des décennies. En revanche, personne ne défend mieux que la direction de la CGT, que la fainéantise, l'assistanat, le financement par l'État de la consommation des Français et surtout des étrangers. S'il y a un travail auquel les cadres de la CGT ne rechignent jamais, c'est bien celui de la paralysie de l'économie française. Le rêve de la CGT, ce n'est pas le rêve de certains de ses honnêtes adhérents, c'est-à-dire un travail digne pour tous. Non, le rêve de la CGT, c'est la grève générale. La CGT n'a qu'un objectif, semer le plus grand désordre possible, paralyser les travailleurs et sa méthode,
nuire à la France et son métier. Alors aujourd'hui, je veux demander solennellement à l'État l'arrêt de toute subvention à la CGT. Nous demandons à Bercy de publier la liste de toutes les subventions publiques distribuées à la CGT. Les Français ont le droit de savoir comment et où est dilapidé leur argent. Et alors que plus des 2/3 de nos compatriotes ont une mauvaise image de la CGT, selon tous les sondages, il n'y a plus aucune raison que notre argent, à nous, les finance. De la même façon, chez Reconquête, nous avons jugé qu'il n'y avait aucune raison de continuer de financer l'endoctrinement de nos propres enfants sans ouvrir la bouche. Et là encore, nous nous sommes fait beaucoup d'ennemis, car nous avons désormais le cartel de la destruction de l'école à nos trousses. C'est parce que nous leur contestons leur monopole à l'école qu'ils nous ciblent. Ils nous détestent, car nous avons lancé un réseau de parents vigilants dans toute la France, parce qu'ils sont 50 000, parce qu'ils sont rejoints chaque semaine par de nouveaux parents inquiets et volontaires, parce qu'ils nous remontent de témoignages scandaleux sur ce qui se passe dans l'école de nos enfants, parce que grâce à eux, nous parvenons chaque semaine à empêcher les initiatives désastreuses à l'éducation nationale. Alors, je vous le dis aujourd'hui, qu'ils se tiennent bien, parce que ce que je vais leur annoncer risque de leur déplaire. Non seulement nous allons continuer, mais, je vous le dis, dès la rentrée prochaine, nos parents vigilants se présenteront à toutes les élections de parents d'élèves. Nous voulons une présence officielle dans les murs de l'école, parce que l'école française a besoin de nous, parce qu'il s'agit de nos enfants, de la prunelle de nos yeux et de l'avenir de notre nation. Ce que la gauche a détruit, nous, la droite, nous allons le reconstruire. Protéger et transmettre, c'est le slogan de notre nouvelle affiche et c'est la vocation de la droite et donc de Reconquête. Rejoignez les parents vigilants. C'est le syndicat de vos enfants, c'est le seul contre-pouvoir dans l'éducation nationale. Nous vous aiderons à peser, car votre choix compte. Soyez sûrs que nous n'aurons pas moins d'ennemis, mais nous aurons plus de soutien, car ce sujet est transpartisan et je ne compte plus le nombre de parents qui viennent à nous grâce à lui. Alors, avant de conclure, je veux vous dire une chose importante, mes chers amis. Vous avez des ennemis parce que vous faites quelque chose. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Ne l'oubliez jamais. Dans son célèbre livre « Chose vue », Victor Hugo raconte qu'il rendait visite à un ami qui se plaignait fort d'être attaqué dans les médias, dans la presse, comme on disait à l'époque. Il était brocardé, moqué, il en souffrait, il en était déchiré. Alors, Victor Hugo lui répond « Moi qui vous parle, est-ce que je ne lutte pas depuis 20 ans? Est-ce que je ne suis pas depuis 20 ans haï, déchiré, vendu, trahi, conspué, sifflé, raillé, insulté, calomnié? Est-ce qu'on n'a pas parodié mes livres et travesti mes actions? Moi aussi, on m'obsède, on m'espionne, on me tend des pièges, on m'y fait même tomber. Mais qu'est-ce que tout cela me fait? Je dédaigne. C'est une des choses les plus difficiles et les plus nécessaires de la vie que d'apprendre à dédaigner. Le dédain protège et écrase. C'est une cuirasse et une massue. Vous avez des ennemis, mais c'est l'histoire de tout homme qui a fait une action grande ou créé une idée neuve. C'est la nuée qui bruit autour de tout ce qui brille. Il faut que la renommée des ennemis, comme il faut que la lumière ait des moucherons. Ne vous en inquiétez pas, dédaignez, ayez la sérénité dans votre esprit, comme vous avez la limpidité dans votre vie. Ne donnez pas à vos ennemis cette joie de penser qu'ils vous affligent et qu'ils vous troublent. Soyez contents, soyez joyeux, soyez dédaigneux, soyez forts. Vive la République, vive la Violette, vive la droite et surtout, vive la France!